Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelques généralités sur les énergies en mécanique. Alors je vous rappelle que en physique, la mécanique représente l'étude des objets en mouvement. Donc qui dit mécanique dit mouvement. Donc ça, je vous rappelle, on a défini ça dans les premières vidéos sur comment calculer une vitesse et une accélération. Alors au niveau des énergies, maintenant, si on s'intéresse au niveau des énergies, on s'intéresse aux énergies, il faut bien savoir qu'il existe deux grands types d'énergie en mécanique. Le premier type, c'est l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, on la notera E, indice C. Alors cette énergie cinétique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est liée à la vitesse de l'objet. En effet, lorsque vous mettez un objet en mouvement, vous allez lui donner de l'énergie. Ce mouvement va se traduire évidemment par une vitesse. Cette énergie que vous lui avez fournie, on l'appellera énergie cinétique. Et inversement, un objet qui possède de l'énergie cinétique, cette énergie cinétique peut se récupérer. C'est par exemple ce qui se passe quand on freine un véhicule. Quand on freine un véhicule, on absorbe l'énergie cinétique de ce véhicule. Alors, on va distinguer deux cas. On va distinguer, premier cas, le cas d'un objet en translation. Donc là encore, les différents mouvements ont été étudiés dans les premières vidéos. Où je vous expliquais en quoi consistait un mouvement de translation. Alors, cette énergie cinétique, elle va dépendre évidemment de la vitesse de l'objet. Cette vitesse que je vais noter V. Elle va dépendre aussi, évidemment, de la masse de l'objet. Plus un objet sera lourd, plus il va falloir lui fournir de l'énergie pour le mettre en mouvement, et inversement, plus un objet lourd va être plus difficile à arrêter qu'un objet léger. Donc ça va dépendre évidemment de la masse de l'objet. Eh bien, effectivement, cette énergie cinétique, elle dépend de ces deux facteurs-là, mais si on veut avoir une valeur en joules, eh bien en fait, il va falloir multiplier ce produit par un coefficient 1,5, et dans cette expression, la vitesse, eh bien, elle est au carré. Voilà l'expression de l'énergie cinétique d'un objet. Alors attention aux unités, l'énergie cinétique, comme toutes les énergies, elle sera exprimée en joules, la masse, elle est exprimée en kilogrammes, et dans cette expression, la vitesse est exprimée en mètres par seconde ou mètres seconde moins 1. Le carré, j'insiste, attention, faites bien attention, le carré ne s'adresse qu'à V, uniquement à la vitesse. Voilà l'expression de l'énergie cinétique d'un objet en translation. Maintenant, deuxième cas, cas d'un objet en rotation. Alors, pour le cas d'un objet en rotation, il va y avoir une petite particularité, c'est que je ne peux pas vraiment parler de vitesse d'un objet. Par exemple, si je prends une éolienne. Alors, si on considère une éolienne, que je place ici, regardez, donc cette éolienne qui est en train de tourner, si je la regarde de loin, globalement, cette éolienne ne se déplace pas. Pourtant, il y a bien un mouvement, le mouvement des pales ici, et bien un mouvement de rotation. Donc je ne vais pas pouvoir parler de vitesse de translation de cet objet, mais je vais évidemment parler de vitesse de rotation, ou vitesse angulaire. On l'a défini dans les vidéos sur calcul de vitesse et d'accélération. Cette vitesse angulaire, elle se note oméga. Cette vitesse angulaire, vu que j'ai un mouvement ici de rotation, j'ai bien une énergie cinétique qui est due à ce mouvement. Cette énergie cinétique, elle dépend évidemment de la vitesse à laquelle je vais faire tourner ici les pales de l'éolienne. Et on va faire en sorte que cette énergie cinétique est une expression qui ressemble à l'énergie cinétique qu'on a vue tout à l'heure pour la translation. Autrement dit, 1,5 multiplié par quelque chose, multiplié par cette vitesse angulaire, oméga, que je vais mettre au carré. Alors maintenant, je vais multiplier par quoi au milieu ici? Eh bien, on se rend compte que cette énergie cinétique, elle dépend évidemment de la masse de l'objet.
de la masse ici des pales du système, hein, du rotor, qui est en rotation. Mais ça ne dépend pas uniquement de ça. Ça dépend aussi de la forme de l'objet. Par exemple, si je prends une roue, roue d'un petit diamètre, et une roue de diamètre un petit peu plus important. Par exemple, alors je vais essayer de les représenter ici. Si je prends une petite roue, voilà, qui va tourner autour d'un axe, et puis une roue d'un diamètre beaucoup plus grand. Eh bien, si ces deux roues ont la même masse, de masse identique, ben, je vais constater que c'est beaucoup plus simple de mettre en mouvement la petite roue, hein, que de mettre en mouvement de rotation la grande roue. Donc vous voyez, il y a la notion de taille de l'objet qui va intervenir. Si je m'intéresse à un objet circulaire, la taille peut être définie par le rayon de la roue. Donc finalement, la masse intervient, c'est vrai, mais pas que. La taille aussi et la forme de l'objet va intervenir. Eh bien, en physique, il y a une notion qui regroupe ces notions de masse et de taille. C'est ce qu'on appelle, et ça se note J majuscule, et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie d'un objet. Moment d'inertie. Alors, je ne vous donne pas les relations qui permettent de calculer le moment d'inertie. Suivant l'objet qu'on étudie, que ce soit une roue, un cylindre, etc., on aura une formule pour calculer le moment d'inertie. Donc ce moment d'inertie, attention, il s'exprime en kilogrammes mètre carré. Donc vous voyez que la notion de masse et la notion de taille, hein, mètre, j'ai les mètres qui interviennent ici, donc interviennent bien ici, hein, dans ce terme. Voilà l'énergie cinétique d'un objet en rotation. Les unités de l'énergie cinétique, toujours la même, des joules. Et puis bah, la vitesse angulaire, hein, ce sont des radians par seconde. Hein, ça, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Dernière chose sur ce moment d'inertie. Si je veux ralentir au maximum un objet en rotation, le freiner, il va falloir que j'absorbe évidemment toute son énergie cinétique de rotation. Si je veux que cet arrêt soit rapide, eh bien, il faut que cette énergie cinétique de rotation soit la plus faible possible. Alors, elle sera la plus faible possible si l'objet tourne doucement, hein, petite vitesse angulaire. Mais si l'objet tourne vite et que je veux le freiner très rapidement, eh bien, il va falloir qu'il ait un moment d'inertie le plus petit possible. Moment d'inertie le plus petit possible, ça veut dire qu'il va falloir qu'il ait une masse la plus faible possible. Voilà pourquoi les freins à disque, entre autres, hein, si vous regardez un frein à disque, vous constaterez que plus votre frein à disque est efficace et cher, plus votre frein à disque possède des petits trous comme ça. On va percer des petits trous à l'intérieur de votre frein à disque. Pour faire quoi? Tout simplement pour diminuer la masse de l'objet. Alors, évidemment, je vais avoir des mâchoires de frein hein, qui vont ici serrer le disque, donc il faut quand même que j'ai de la matière, mais il faut que cette matière soit la plus légère possible pour que l'arrêt soit le plus rapide possible. Je vais donc diminuer le moment d'inertie, autrement dit diminuer sa masse, et on va diminuer sa masse tout simplement en perçant des petits trous comme ça dans le frein à disque. Voilà pour cette notion d'énergie cinétique. Alors, il existe une deuxième grande famille d'énergie en mécanique, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Alors, cette énergie potentielle, elle traduit quoi hein en fait, c'est l'énergie qui est liée aux possibilités, hein, du mot potentiel, aux possibilités de mouvement d'un objet. Alors, vous allez voir, on va en détailler deux. La première, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie potentielle de pesanteur, donc énergie liée à la possibilité de mouvement d'un objet, de pesanteur tout simplement dans le champ de pesanteur terrestre. Autrement dit, c'est l'énergie que va emmagasiner un objet quand on l'élève hein, en altitude dans le champ de pesanteur terrestre. Alors, on l'élève évidemment par rapport à l'altitude 0. Alors, l'altitude en physique, hein, on la note Z. Elle s'exprime en mètres. Cette énergie potentielle de pesanteur, on la notera EPP, énergie potentielle de pesanteur. Elle dépend de la masse de l'objet, elle dépend du champ de pesanteur terrestre, ou gravité, ou accélération de la pesanteur, qu'on note G,
et elle dépend évidemment de l'altitude de l'objet. Si par exemple, je veux mettre de l'eau en mouvement, eh bien, je vais élever cette eau en altitude, par exemple dans un lac, hein, un lac en altitude. Cette élévation d'altitude dans le champ de pesanteur terrestre va donner de l'énergie à l'eau. Hein. Pourquoi? Parce que si je laisse aller l'eau toute seule, eh bien, il y a possibilité de mouvement, cette eau va se mettre en mouvement, mais elle se met en mouvement parce qu'elle est en altitude. Voilà cette notion d'énergie potentielle de pesanteur. Énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie, vous la mesurerez en joules évidemment, la masse de l'objet en kilogrammes, l'altitude Z en mètres, et G, accélération de la pesanteur, que vous exprimez, c'est une accélération. Ça s'exprime donc en mètres par seconde carré. On peut, très souvent dans les exercices, on assimilera la valeur de G à la valeur 10 mètres par seconde en carré. Alors, en fait, la valeur de G dépend de l'altitude aussi. À l'altitude Z égale 0, G vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Donc voilà cette énergie potentielle de pesanteur. Il existe un deuxième type d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique. Alors cette énergie potentielle élastique, on peut la mettre en évidence, hein, possibilité de mouvement, rappelez-vous, hein, énergie potentielle, possibilité de mouvement. Là par contre, c'est l'énergie que va posséder un ressort. Donc quand on fait appel à énergie potentielle, quand on parle d'énergie potentielle élastique, on sous-entend que l'on parle d'un ressort. Évidemment, ce ressort, lorsque je vais étirer ce ressort, hein, je peux me mettre en mouvement. Alors, si je représente un ressort comme ceci, en imaginant que j'ai attaché ce ressort à cette extrémité, je mets un objet d'une certaine masse. Si je tire et si j'élonge le ressort hein, dans cette direction-là, eh bien, on va avoir évidemment un mouvement d'oscillation hein, entre deux positions. Cette position-là, par rapport à la position d'équilibre, hein, on va avoir un mouvement d'oscillation du ressort. Donc j'ai un mouvement, donc j'ai bien une énergie qui est mise en jeu. Cette énergie potentielle élastique, on peut la noter E, P, E, et elle a pour expression 1 demi de K X au carré. Alors, X c'est quoi? X c'est l'élongation du ressort, hein, ou l'étirement du ressort, l'élongation du ressort. K, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la constante. Alors c'est une valeur hein, qui dépend du ressort, de la force du ressort si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort. Ça c'est notre K, constante de raideur. Et alors cette constante de raideur, hein, elle s'exprime en newton par mètre. Voilà les deux types d'énergie potentielle, donc due à l'altitude, énergie potentielle de pesanteur, et puis due à l'élongation d'un ressort ou l'étirement d'un ressort, hein, donc l'énergie potentielle élastique. Et enfin, dernier type d'énergie, eh bien c'est tout simplement ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, alors on la notera E, ou alors moi je préfère la noter EM, pour bien préciser, énergie mécanique. Quelle est la définition de l'énergie mécanique? Eh bien l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Alors énergie potentielle, hein, rappelez-vous, on en a vu deux, ça veut dire qu'il peut y avoir très bien une énergie potentielle de pesanteur et une énergie potentielle élastique. Alors évidemment, si j'étudie pas de ressort, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique, mais si j'étudie un ressort et en plus que je place ce ressort en altitude, j'aurai une énergie potentielle élastique et une énergie potentielle de pesanteur. On dira que l'énergie mécanique se conserve. Hein, on dira que l'énergie au cours d'un mouvement, l'énergie mécanique se conserve.
si l'énergie mécanique est constante au cours d'un mouvement. Est constante au cours d'un mouvement. On parle de conservation de l'énergie mécanique. Voilà. Alors, on a très souvent la conservation de l'énergie mécanique quand on étudie un mouvement où il n'y a pas de frottement. Donc on dit que l'énergie mécanique se conserve dans le cas où on a des mouvements sans frottement. Alors ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que l'énergie mécanique en un point numéro 1 sera égale à l'énergie mécanique en un point numéro 2. Si je détaille un petit peu, ça voudra dire que l'énergie cinétique en un point numéro 1 plus l'énergie potentielle au point numéro 1 sera égale à l'énergie cinétique au point numéro 2 plus l'énergie potentielle au point numéro 2. Donc ça veut dire que, vous voyez qu'avec cette notion de conservation d'énergie, on va pouvoir calculer des vitesses en certains points si on a suffisamment d'informations sur d'autres points. Par exemple, si je lâche un objet en chute libre à partir d'une position de départ, j'ai pas de vitesse, énergie cinétique nulle, j'ai une énergie potentielle. Si je cherche à connaître la vitesse au moment où l'objet arrive à l'altitude 0, je n'aurai plus d'énergie potentielle numéro 2, mais j'aurai une énergie cinétique numéro 2, donc je pourrai calculer sa vitesse. Voilà ce que vous pourrez voir dans certains exercices. Voilà, et bien justement, il ne vous reste plus qu'à faire ces exercices sur les énergies, et d'ici le prochain cours, eh bien, je vous dis à bientôt.